Bonsoir, bienvenue à cette rencontre consacrée à Rainer Maria Rilke. Nous avons le plaisir d'accueillir Brigitte Duvillard, qui est la directrice de la Fondation Rilke, qui se trouve à Sierre. Brigitte Duvillard est germaniste, elle a grandi à Zurich, fait ses études à Genève, et puis depuis 7 ans est à la direction de la Fondation Rilke. Comme vous le savez sans doute, Rilke a passé les dernières années de sa vie en Valais, à Musotte, un château qui se situe entre Sierre et Montana. Il est enterré à Rarogne. Il a trouvé en Valais apparemment un lieu qui lui convenait parfaitement. Et c'est une occasion, disons, assez unique d'avoir Madame Duvillard qui va nous parler de Rilke, non seulement Rilke le Valaisan, mais Rilke l'Européen. Moi, ça m'a donné l'occasion de relire certains, notamment la lettre à un jeune poète, et puis des éléments de biographie de Rilke. Et c'est vraiment quelqu'un qui a eu une influence au début du XXe siècle sur toute l'Europe, sur toutes les intellectuels de l'Europe. Il a rencontré, Madame Duvillard vous le dira, un peu tout ce que l'Europe comptait d'important sur le plan culturel au début du XXe siècle, et son influence se fait sentir jusqu'à aujourd'hui. Prochaine rencontre, c'est à Lens, jeudi prochain, jeudi 4, quelque chose de complètement différent. C'est une photographe contemporaine, suisse-guinéenne, de père suisse, de maman guinéenne, qui travaille notamment dans la photo de mode, mais aussi dans la photo artistique, et qui travaille beaucoup sur l'Afrique. Donc il y a une exposition, ça sera un vernissage et une rencontre. Il y aura une série de ces photos, surtout sur ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait quand elle va en Guinée, qui est son deuxième pays. Et puis ça continue pendant tout l'été. Vous avez tout le programme dans notre brochure. Merci de votre soutien et merci d'être si nombreux. Bonne soirée. Bonsoir, messieurs, dames. Je remercie chaleureusement François Barras pour cette invitation de venir donner une conférence sur Rilke, un poète européen, dans le cadre de Swiss Made Culture, parce que vraiment ces grands poèmes sont Swiss Made, on l'entendra. J'ai amené avec moi des images de différentes destinations. On verra, comme ça a été dit, un peu la vie de Rilke avant le Valais. Rainer Maria Rilke est un des poètes majeurs du XXe siècle. Né à Prague, il quitte rapidement cette ville pour commencer une véritable vie de nomade à travers toute l'Europe et au-delà, avant de s'installer en Valais, de 1921 à sa mort en 1926. C'est tout près d'ici, au château de Musotte, en dessus de Sierre, c'est à Véras exactement, qu'il a écrit en février 1922, donc il y a exactement 100 ans, ses chefs-d'œuvre, les élégies de Duino et les sonnets à Orphée. Le musée de la Fondation Rilke à Sierre, est-ce que ça marche? Oui. Présente avec les témoignages du poète lui-même ces années valaisannes qui étaient décisives pour son écriture. Alors quand vous viendrez à la Fondation Rilke, ne soyez pas déçus, c'est pas un plan d'eau comme à la Fondation Opale, c'est une simple fontaine devant la Fondation, mais précieuse par ces temps très chauds quand même. Denn bleiben ist nirgends en français, car nulle part il n'est d'arrêt, comme nous le lisons dans la première élégie de Duino, pourrait résumer la biographie de Rilke. J'aimerais vous parler aujourd'hui de sa vie mouvementée, cette vie d'un Européen avant la lettre, avec le choix richement illustré des principales destinations du poète. Je vous invite à le suivre lors de ses séjours prolongés et de ses longs voyages en Russie, dans plusieurs villes allemandes, françaises, italiennes, dans les pays du Nord et en Espagne. Rappelons-nous que cette vie de nomade
avec d'innombrables déménagements, toujours à la recherche de l'endroit retiré pour pouvoir écrire, n'allait pas de soi. Rilke l'évoque à plusieurs reprises dans ses lettres, par exemple dans ce passage d'une lettre à son éditeur. « Hier, le déménageur était chez moi, il écrit, et m'a fait peur en m'apprenant qu'il me faut pour mes livres 6 à 7 caisses, comme celle que vous voyez qui porte ses initiales, c'était une de ces caisses. Dans de tels moments, j'ai envie de renoncer à toute propriété personnelle et je suis tentée de donner raison au vieux Strindberg qui a constaté que le cours de la vie n'est en aucune relation avec tout ce qu'il laisse de lourd et de matériel derrière lui. Vous, en tant que collectionneur et sédentaire, vous ne seriez pas d'accord, mais moi, j'aimerais pouvoir littéralement dévorer mes livres. Nous commençons notre voyage à Prague. À la question de la nationalité du poète Rainer Maria Rilke, je préfère répondre par sa ville natale. Le poète s'est toujours distancié de toute appartenance nationale sur laquelle bâtir son identité. Baptisé, écoutez bien, René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke, il est né à Prague en 1875, ville qui faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois, dissolu en 1918. Issu de la minorité germanophone de cette ville, tout comme Franz Kafka d'ailleurs, qui est né peu après Rilke, a d'emblée été confronté à une autre langue et culture. Sa ville d'origine est peu présente dans ses écrits et on la trouve seulement dans son œuvre de jeunesse, par exemple dans ses proses intitulées « Deux histoires pragoises » et dans quelques-uns de ses poèmes qu'il lui a consacrés. Nous allons voir que de nombreux autres lieux compteront bien davantage pour lui. Par exemple, Munich. Alors ça c'est le jeune Rilke, on l'a oublié, on va passer au prochain. Rilke a quitté Prague à l'âge de 20 ans pour suivre son ami artiste Emil Orlik à Munich. Là vous voyez une caricature de cet ami Emil Orlik de Rilke. Il a publié rapidement quelques recueils de poèmes et il a écrit des drames dont on ne peut pas dire qu'ils aient été couronnés de succès. Rilke s'intéresse à l'art. Il visite régulièrement des expositions. Il écrit dans un premier temps des critiques d'art en espérant que cette activité lui permette de gagner sa vie. Dans un texte en prose intitulé Edvald Trágy, Rilke évoque les premières rencontres de son alter ego fictif dans la bohème de Schwabing, le quartier latin de Munich, voilà, qui rassemblait des artistes, par exemple Kandinsky, des écrivains comme Thomas Mann, des danseurs, cabarettistes venus de loin. La plus importante amitié nouée par le jeune Rilke à Munich sera celle avec Lou Andreas Salomé, dont il fait la connaissance en 1897, après avoir lu des essais qu'elle a publiés. Leur connivence spirituelle se transformera rapidement en amour et il suivra cette femme de lettres dans la campagne munichoise, à Wolfratshausen, que vous voyez là. Lou, la deuxième depuis la droite, Rilke debout dans ce petit pavillon. Elle s'y installe avec des amis et avec son mari orientaliste. La rencontre avec cette femme brillante, amie de Nietzsche et plus tard de Freud, de 14 ans, son aîné, marquera profondément le jeune René Rilke, qu'elle appelle Rainer, prénom qu'il portera désormais. Avec Lou, Rilke découvre également le mouvement pour une vie saine, alors très en vogue, nourriture végétarienne, bain de soleil, marcher pieds nus.
Rilke et les femmes est un vaste sujet et ce n'est pas le thème de ma conférence d'aujourd'hui. J'aimerais juste souligner que la vision de Rilke du rôle de la femme et son idée de la relation amoureuse ont été d'avant-garde. Sous l'influence de Lou Andrea Salomé, dont il reste ami jusqu'à la fin de sa vie, Rilke n'a pas seulement changé son écriture manuscrite pour imiter celle de son ami. Là, vous voyez à gauche comment il a écrit avant de la connaître, et son écriture d'après qu'on ne peut presque pas distinguer de celle de Lou. Mais c'est aussi sa poésie qui s'est transformée sous l'influence de cette femme. Sentimentale et romantique qu'elle était au début, elle deviendra plus objective et gagnera nettement en qualité. Berlin. Tout comme Munich, Berlin est aussi une ville où Rilke a séjourné plusieurs fois dans sa vie. En automne 1897, Lou Andrea Salomé et Rilke quittent Munich pour Berlin, où le poète prend son premier appartement situé à proximité des époux Andreas. Je vous ai amené un portrait de Lou Andrea Salomé. Et Rilke fait alors la connaissance de Stefan George, poète célèbre avec son cercle d'adeptes, influencé de Nietzsche, qui célèbre, contrairement à Rilke, la distance entre poésie et monde. Dans une lettre à sa mère, Rilke se justifie, bien sûr, pour avoir changé de prénom, et il argumente que René serait trop maniéré en public et qu'il ne souhaitait pas être original et que Rainer était beau, simple et allemand. Rainer se distancie par ailleurs des œuvres de jeunesse de René, qu'il considère, à juste titre, il faut le dire, être trop immature. À Berlin, Rilke publie un recueil de poèmes et il écrit plusieurs textes en prose. Après avoir rendu visite à sa mère qui fait une cure à Arco, elle a toujours fait des cures partout, Rilke devait lui rendre visite. Dans le nord de l'Italie, Rilke découvre Venise, qui sera présente dans sa prose et dans sa poésie. Il s'y rendra souvent et pendant de longues durées. Il lit Le voyage en Italie de Goethe et il évoque dans ses lettres en détail les monuments historiques. L'Italie deviendra une référence géographique et culturelle majeure pour Rilke, qui séjournera à plusieurs reprises à Venise, Florence, Rome, Capri, Naples, pour ne nommer que quelques-unes des destinations du poète. Prenons l'exemple de Florence, où Rilke est en printemps 1898. Dans une lettre à sa mère, il décrit son logement qui donne sur le Ponte Vecchio. Le plus beau est ma chambre, il écrit. Imagine, un toit plat et une chambre construite sur le tiers de cette surface. La partie restante est une grande terrasse qui en fait partie. Le tout surplombe Florence. C'est là que j'habite. Un rêve, une vision d'un poète. Et j'ai eu la chance de voir ce petit logement qui effectivement il est juste à côté du Ponte Vecchio. C'est un endroit vraiment magnifique. Rilke a commencé à rédiger le journal Florentin, un récit de voyage qu'il adresse à Lou Andrea Salomé. Il écrit des poèmes. Il observe attentivement les œuvres de la Renaissance. Il lit les Conti de Laurent le Magnifique et commence à les traduire en allemand. Rilke quitte Florence pour se rendre sur les bords de la mer Baltique et rejoint à nouveau Berlin. Quant à nous, nous allons le suivre un peu sur ses voyages en Russie en 1899 et 1900. Ce sont des voyages avec Lou Andrea Salomé qu'il a fait en Russie et dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et ces voyages ont profondément marqué le poète. Lou Andrea Salomé, originaire de Saint-Pétersbourg, et Rilke préparent minutieusement leur voyage. Rilke apprend le russe,
le traduit, par exemple, La Mouette de Tchekhov. C'est une traduction qui a malheureusement disparu, mais on a espoir qu'on la retrouvera un jour. Ça nous arrive des choses comme ça. Et bien des années après ces voyages, Rilke constate dans une lettre adressée à Lou Andreas Salomé que la Russie, soit ma patrie, fait partie de ces grandes et mystérieuses certitudes qui me font vivre. Le premier voyage de 1899 est consacré à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Le deuxième les conduit en 1900, entre autres à Moscou, à Yasnaya Poliana, où ils rencontrent Tolstoï, à Kiev, et ils font une croisière sur la Volga. Dans les campagnes russes, Rilke s'est intéressé à la vie modeste des paysans qu'il idéalise et à leur religiosité naïve. Des voyages en Russie, on en trouve des reflets dans un recueil intitulé Le livre d'heures, dont j'aimerais citer le poème le plus célèbre. Je vis ma vie en cercle expansif, tracé au-dessus des choses. Le dernier, peut-être ne pourrais-je l'achever, mais du moins je vais le tenter. Je tourne autour de Dieu, de ces tours sans âge, et je tourne des millénaires durant, sans savoir encore, suis-je un faucon, un orage, ou bien suis-je un immense champ? On est tenté de penser que ces tours sans âge anticipent le château de Musotte où le poète s'installera presque 20 ans plus tard, et où le faucon niche chaque année dans une des meurtrières sous le toit, ce qui aurait, j'en suis certaine, réjoui le poète. Worpswede. En rentrant de Russie, après que Lou Andreas Salomé a pris ses distances de lui, Rilke a suivi une invitation pour résider à la colonie d'artistes de Worpswede dans le nord-est de l'Allemagne. C'est là qu'il a fait la connaissance de deux jeunes femmes artistes. Paula Modersohn-Becker, qui est une peintre, on voit ici un portrait qu'elle a fait de lui, et Clara Westhoff, qui est sculpteur. Également une œuvre donc de Clara Westhoff de Rilke. Aux artistes résidant dans cette colonie, Rilke consacre une monographie dont les femmes, et ces deux femmes en particulier, sont pourtant absentes. Ce qui n'empêche pas Rilke de s'intéresser de près à elles. En 1901, il épouse Clara Westhoff, photo de mariage, ça m'a l'air très très joyeux. Et en 1902, leur fille Ruth naît, Clara, Rilke, Westhoff et Ruth. La vie de famille ne dure pas longtemps, guère une année. Les jeunes parents se consacrent exclusivement à l'art et confient leurs enfants aux grands-parents. Paris. Rilke y séjournera plusieurs fois et pendant longtemps. C'est un endroit clé pour lui. Il s'y rend la première fois en 1902, donc peu après la naissance de Ruth. C'est grâce à son épouse, Clara Rilke Westhoff, ancienne élève de Rodin, que Rilke fait la connaissance du grand sculpteur. Dans les lettres à son épouse, il évoque les visites à Meudon chez Rodin, où il s'installera sur l'invitation du sculpteur quelques années plus tard. Le jeune Rilke admire le sculpteur arrivé à l'apogée de son art et sous l'influence de ce dernier, il décide de se consacrer exclusivement à son œuvre. Travailler, 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 comme dit Rodin, devient la devise du poète. Rilke publiera une monographie en 2 volumes sur Rodin. Il donnera des conférences sur le sculpteur et le fera connaître en Allemagne. Après la Russie, Paris marque un autre tournant dans l'écriture du poète que les 2 recueils intitulés Les Nouveaux Poèmes 1 et Les Nouveaux Poèmes 2 évoquent dans le titre. Vous connaissez peut-être le poème La Panthère qui y figure. La Panthère, au Jardin des Plantes, Paris.
Derrière les barreaux qui défilent, son œil est devenu si las qu'il ne fixe plus rien. Pour elle, il n'y a plus que des barreaux sans fin. Derrière ces barreaux, il n'y a plus de monde. Elle va souple et forte en démarche féline, tournoiement qui se meut en un espace infime, comme la danse d'une force autour d'un centre où se loge, engourdi, un immense vouloir. Il arrive parfois que, sans bruit, la pupille relève son écran. Une image y pénètre, traverse l'arc tendu, silencieux des membres et s'arrête de vivre en parvenant au cœur. Rilke est bouleversé par la métropole française et commence à rédiger dès 1904, lors de son séjour à Rome, les cahiers de Malte Lauritz Briguet, un texte novateur, composé d'un collage de prose hétérogène qui reflète entre autres les expériences parisiennes et les réflexions du protagoniste, danois, qui nous fait penser au poète. Sous l'influence de Rodin, le regard, l'observation précise devient de plus en plus importante. Je cite là des cahiers de Malte Lauritz Briguet où Rilke écrit « J'apprends à voir. Je ne sais pas à quoi cela tient, mais tout pénètre plus profondément en moi, sans s'arrêter à l'endroit où, d'ordinaire, tout s'achevait. J'ai un intérieur que j'ignorais. Tout y entre désormais. Je ne sais pas ce qui s'y passe. » Vous notez que c'est vraiment un peu la continuation. J'ai la panthère, tout s'arrête, mais là, je dirais ce travail sur le regard qui fait que les images restent vivantes. Et plus loin dans le texte, Rilke souligne l'importance de l'expérience pour écrire des poèmes. C'est un texte très beau, donc aussi extrait de ces cahiers du Malte Lauritz Briguet. Et je ne voudrais pas vous en priver, car il évoque l'exigence absolue du poète qui ne sait pas à ce moment encore combien l'attente dont il parlera sera difficile pour lui et lui demandera beaucoup de patience. Donc je cite « Hélas, les vers signifient si peu de choses quand on les écrit trop tôt. Il faudrait attendre, accumuler toute une vie, le sens et le nectar, une longue vie si possible, et seulement alors, tout à la fin, pourrait-on écrire 10 lignes qui soient bonnes. Car les vers ne sont pas faits, comme les gens croient, avec des sentiments. Ceux-là, on les a que trop tôt. Ils sont faits d'expériences vécues. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, beaucoup d'hommes et de choses. Il faut connaître les bêtes, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir le mouvement qui se fait ouvrir les petites fleurs au matin. Il faut pouvoir se remémorer des routes dans des contrées inconnues, des rencontres inattendues et des adieux de longtemps prévus. Des journées d'enfance restées inexpliquées, des parents qu'il a fallu blesser un jour qu'ils vous ménageaient un plaisir qu'on n'avait pas compris. C'était un plaisir destiné à un autre. Des maladies d'enfance qui commençaient étrangement par de profondes et graves métamorphoses. Des journées passées dans des chambres paisibles et silencieuses. Des matinées au bord de la mer. Il faut avoir en mémoire la mer en général et chaque mer en particulier. Des nuits de voyage qui vous emportaient dans les cieux et se dissipaient parmi les étoiles. Et ce n'est pas encore assez que de pouvoir penser tout cela. Il faut avoir le souvenir de nombreuses nuits d'amour dont aucune ne ressemble à une autre. Il faut se rappeler les cris des femmes en gésine et l'image des blanches et légères accouchées endormies qui se referment. Il faut avoir été aussi aux côtés des mourants,
il faut être resté au chevet d'un mort dans une chambre à la fenêtre ouverte, aux rares bruits saccadés. Et il n'est pas encore suffisant d'avoir des souvenirs. Il faut pouvoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Et ces souvenirs ne sont pas encore ce qu'il faut. Il faut d'abord qu'ils se confondent avec notre sang, avec notre regard, avec notre geste. Il faut qu'ils perdent leur nom et qu'ils puissent plus être discernés de nous-mêmes. Il peut alors se produire qu'au cours d'une heure très rare, le premier mot d'un vers surgisse au milieu d'eux et émane d'entre eux. Nous quittons cette expérience bouleversante parisienne qui a longtemps paralysé l'écriture de Rilke tellement c'était bouleversant pour lui-même et nous nous rendons en Scandinavie. De 1901 à 1906 environ, Rilke découvre le Danemark, la Norvège et la Suède, ainsi que les littératures nordiques, et il leur consacre des critiques littéraires. Il s'intéresse à la pédagogie avant-gardiste suédoise, et là, Rilke n'est pas un exemple seul de s'intéresser à la pédagogie tout en abandonnant son enfant. Il y a Rousseau aussi qui a fait pareil, c'est assez commun parmi les écrivains. Il apprend et il traduit le danois, notamment Kierkegaard. L'importance de cette culture se reflète entre autres dans le choix de Rilke d'un protagoniste danois, justement, dans les carnets de Malte Lauritz Brigge publiés en 1910. Arrivé en Suède, à Borgebygard, c'est le nom de ce château que vous voyez, Rilke écrit à sa mère « Je peux seulement dire que tout ça va au mieux pour moi à Borgebygard et que je commence à me reposer dans le vieux parc. Il y a des places très belles, sous des châtaigniers centenaires et des chemins de toutes sortes pour chaque état d'âme. Il est aussi merveilleux comme je m'entends bien avec les gens. Il semble que nous nous connaissons depuis longtemps. Ces êtres nordiques sont pleins de sensibilité et de silence et on ne se sent ni dérangé ni mal compris parmi eux. Ils vous respectent et vous laissent faire, au point où l'on se sent être libre et à l'aise à proximité d'eux. Je vous ai apporté un poème que Rilke a écrit à Borgebygard, qu'il est intitulé « Le verger de pommier ». Viens juste après le coucher du soleil, vois le vert vespéral des pelouses. Ne dirait-on pas que nous l'avons longuement épargné et accumulé en nous ? Afin de tirer maintenant de nos sentiments et souvenirs espoirs neufs, joies à demi oubliées et encore mêlées de nos ténèbres intérieures, le dispenser devant nous en pensée sous des arbres qu'on dirait de Dürer, qui portent dans leurs fruits rebondis le poids de centaines de jours de labeur, dévoués, patients, cherchant comment élever encore et prodiguer ce qui dépasse toute mesure, quand par la consécration de toute une vie, on ne veut qu'une chose et croit et se tait. Les voyages du poète se multiplient dans ces années. Permettez-moi de sauter quelques étapes. Allemagne, Italie, Danemark, Suède. Arrêtons-nous à Capri, en hiver 1906-1907. Rilke est l'hôte de Madame Fendrich et de sa mère à la villa Discopoli, où il habite la maisonnette du jardinier. Ils se réunissent le soir pour des lectures communes. Rilke se souviendra plus tard de ce séjour et il écrit « Capri, non pas la Discopoli. Qu'est-ce que je donnerais de voir parfois le soir deux mains de femmes penchées presque de manière spirituelle sur un travail manuel.
mis à part le fait qu'il n'y a personne pour... Le poème Lied vom Meer, qui est davantage un chant du vent, est inspiré par ce court séjour. Et je vous ai apporté le manuscrit, donc une reproduction du manuscrit en allemand de ce poème. Je vous le lis en français. Le chant qui monte de la mer, Capri Piccola Marina. Souffle ancien de la mer, vent de la mer la nuit. Tu ne viens pour personne, celui qui veille, qu'il voit comment te faire face. Souffle ancien de la mer, qui, dirait-on, ne souffle que pour la première pierre, irruption de loin d'un pur espace. Oh, comme te sent un figuier plein de sève, là-haut dans la lumière de lune. La Provence. Après un nouveau séjour à Paris, Rilke se rend en 1909 à Sainte-Marie, à Arles, à Aix-en-Provence. Ayant découvert dans un premier temps la Provence dans la peinture de Cézanne lors de l'exposition posthume consacrée au grand peintre à Paris en 1907, Rilke en témoigne dans de nombreuses lettres adressées à son épouse Clara Rilke-Westhoff. La Provence parle à Rilke. Arrivé 12 ans plus tard en Suisse, il ne se lassera pas de comparer le Valais à l'Espagne qu'il découvrira peu après et à la Provence. Le 25 juillet 1921, donc Rilke est en Valais, il détaille cette comparaison dans une lettre écrite à l'hôtel Bellevue, c'est l'actuel hôtel de ville, à Sierre, à Marie de Tournai-Taxis. Il écrit « Le fait que dans la physionomie de ce paysage, donc le paysage valaisan, l'Espagne et la Provence s'entrepénètrent de façon si étrange m'avait déjà fortement ému la guerre. Car ces deux pays, au cours des dernières années d'avant-guerre, m'ont tenu un langage plus puissant et plus décisif que tout le reste. Et dès lors, jugez du fait d'entendre leurs voix réunies dans une vaste vallée des montagnes suisses, et cet accent, cette affinité, cette parenté ne sont point imaginaires. Récemment encore, je lisais dans une rubrique consacrée à la flore valaisanne que certaines fleurs apparaissent ici qui ne se rencontrent nulle part ailleurs qu'en Provence et en Espagne. Il en est de même pour les papillons. C'est ainsi que l'esprit d'un grand fleuve, et le Rhône me fut toujours l'un des plus admirables, porte à travers le pays les dons et les affinités. Nous allons changer de décor et nous allons en Afrique du Nord et en Égypte. L'année d'après, la Provence, donc de novembre 1910 à mars 1911, Rilke voyage en Afrique du Nord. Il visite Alger, Tunis, l'Égypte. Une expérience qui débouchera sur une lente gestation intérieure. Nous retrouverons le Sphinx dans la dernière des élégies de Duino, la 10e, écrite en 1922 en Valais. Je vous cite juste un tout petit passage. Le soir, elle le mène aux tombes des anciens, du lignage de la plainte aux sibylles et prophètes. Mais quand la nuit s'approche, ils vont à marche plus légère et bientôt le ciel sans lune et montre le monument tombal qui veille sur tout. Fraternel à celui du Nil, au sphinx sublime, face altière de la chambre recluse et taciturne, et ils admirent, étonnés, la tête coronale qui, à jamais silencieuse, a posé le visage des hommes sur la balance des étoiles. Duino. Suivent plusieurs séjours, donc après l'Égypte, à Paris, la Bohème, plusieurs villes allemandes dont Leipzig, Weimar, Berlin et Munich.
Maintenant, nous sommes à nouveau en hiver, en 1912, et à nouveau, Rilke est hébergé pendant la saison froide dans une demeure seigneuriale en bord de mer, cette fois au château de Duino appartenant à Marie de Tournay-Taxis, dont Rilke fait la connaissance en 1909 à Paris. Ce château surplombe un rocher abrupt au bord de la mer Adriatique, non loin de Trieste, où habite à cette époque James Joyce. Les deux grands auteurs ne se rencontrent pas. C'est à Duino que Rilke écrit les deux premières élégies du cycle qui portera en hommage ce nom et qui n'accomplira que 10 ans plus tard en Valais. La première élégie commence ainsi dans la traduction du poète Philippe Jacotet. Qui, si je criais, m'entendrait donc d'entre les ordres des anges, et supposez même que l'un d'eux me prit soudain contre son cœur, je périrais de son trop de présence, car le beau n'est rien que le commencement du terrible que nous supportons encore, et si nous l'admirons, c'est qu'il dédaigne, indifférent, de nous détruire. Tout ange est terrifiant. Lors de ce séjour à Duino, les lectures de Rilke se nourrissent de la bibliothèque du château. Il écrit « Ici, je lis l'italien, Muratori, chaque jour pendant 7 ou 8 heures, et maintes lectures complémentaires, presque exclusivement des poètes du XIVe siècle qui se réfèrent à Venise. C'est si proche, c'est insaisissable, et cette bibliothèque regorge de littérature sur les lagunes, sur l'Adriatique, Istrie et le Frioul. Là, on voit encore Duino à l'époque. Il faut savoir que le château a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Rilke n'y est pas retourné. Lui, il aimait vraiment ce qui était authentique et pas reconstruit. Donc ce Duino tel qu'il l'a aimé n'existait plus pour lui. Après avoir passé l'été à Venise, Rilke se rend à la fin de l'année 1912 pour quelques mois en Espagne, d'abord à Tolède et ensuite à Ronda, où il écrira, inspiré par un tableau du Gréco, qu'il a vu à Tolède, le petit cycle de poèmes Ascension de la Vierge. De Tolède, il écrit à Rodin, avec qui il a visité jadis les cathédrales françaises. Aimant Avignon, il me semble avoir pressenti presque, connu Tolède, qui a de très curieux rapports avec la ville papale de la Provence. Je ne peux pas rester à la cathédrale sans vous souhaiter à côté de moi. Même la Notre-Dame ou Chartres n'ont eu tant de pouvoir sur moi. Mais ce sera pour longtemps ma dernière infidélité envers Paris, seul endroit dont l'hospitalité vaste et fructueuse me tient toujours lieu d'une patrie, hélas inconnue et à jamais absente. Aussi de Ronda, Rilke écrit à Rodin. Il écrit « Ronda, où je suis à présent, est un pays incomparable, un géant de rochers qui supporte sur ses épaules une petite ville blanchie et reblanchie à la chaux et qui, avec elle, fait un pas sur la mince rivière tout comme Saint Christophore avec l'enfant Jésus. Je comprends qu'on trouve partout ici son image dans les églises et il est tout fait pour en être le patron. » Rilke visitera également Séville et Cordoba, où il critique la transformation de la mosquée, en écrivant « Cette mosquée, c'est une peine, un chagrin, une honte de ce que l'on a fait. Comme de gros morceaux, ces chapelles de l'obscurité sont restées coincées dans la gorge. » À Ronda, le monde arabe est bien présent pour Rilke, qui écrit dans une lettre à Andrea Salomé « Ici, je lis le Coran et je m'étonne.
j'ai à nouveau envie d'apprendre l'arabe. En rentrant à Paris, Rilke visite Madrid et le Prado. De retour à Paris, il écrira la trilogie espagnole qui anticipe déjà les élégies de Duino. Le séjour espagnol s'y trouve transformé et intériorisé. Arrive la Première Guerre mondiale. Rilke est en Allemagne quand la guerre éclate et faute de papier, il ne pourra pas retourner à Paris où il logeait à ce moment-là. Il se sent exilé à Munich où il est voisin de Klee qui lui prête des œuvres pour qu'il puisse les contempler chez lui. À Munich, Rilke loge temporairement dans une habitation dans laquelle se trouve un tableau de Picasso, peintre que Rilke admire, les Saltimbanques, qui lui inspire une des élégies, la 5e, qu'il écrira à Munich, et qui commence ainsi. Mais qui sont-ils? Dis-moi, ces nomades un peu plus fugitifs que nous-mêmes, tordus si tôt, mais pour l'amour de qui? Par un vouloir jamais assouvi, mais tordus, ployés, noyés, brandis par lui, jetés, rattrapés de l'air si lisse qu'on le dirait huilé. Ils retombent sur le tapis usé qu'élimine encore leur élan sempiternel, sur ce tapis perdu dans l'univers, en plâtre appliqué là, comme si le ciel, de bon lieu, avait blessé la terre. Avec cet extrait de poème et ce tableau, vous voyez aussi les grandes libertés que Rilke se prend par rapport à ses sources, qu'elles soient mythologiques ou iconographiques. Ce poème, donc cet extrait que je vous ai cité, c'est vraiment un seul mouvement, c'est mouvement, et puis le tableau de Picasso, c'est vraiment, ils bougent pas, ils sont là, ils sont debout, stables, mais Rilke transforme tout. La source chez lui, c'est vraiment un déclencheur de quelque chose de très très personnel qu'il en fera. Rilke n'échappera pas à la guerre, il est enrôlé dans l'armée. Grâce à l'intervention de connaissances, le front lui sera épargné et il travaillera temporairement aux archives de la guerre à Vienne où il fera la connaissance de Stefan Zweig. En 1918, Rilke fait la connaissance à Munich de Marietta de Courten. Elle fait partie de la branche allemande de la famille valaisanne qui a construit la maison de Courten, siège de la fondation Rilke. Arrivé en Suisse en 1919, donc Rilke était tourmenté par la guerre. Il accepte une proposition de donner des lectures dans plusieurs villes suisses. Si je dis suisse, c'est plusieurs villes suisses allemandes, en attente de renouer avec son élan créatif coupé net par le conflit. Il arrive donc en 1919 en Suisse et continuera dans un premier temps sa vie de nomade en résidant tour à tour sur les bords du Léman, dans les Grisons, au Tessin, en Suisse allemande, toujours à la recherche du refuge qui lui permettra d'écrire à nouveau. Lors de son deuxième voyage de 1921 en Valais avec Paladine Klosowska, on les voit ici sur le balcon de Musotte, Paladine Klosowska est la mère du peintre Balthus, qui était alors un enfant. Rilke découvre sur une affiche près du château, près de l'hôtel de Villassière, donc que le château de Musotte était à louer ou à vendre, le voilà. Et il rêve aussitôt d'en faire sa demeure. Son vœu sera rapidement exaucé et il aménage à la fin de l'été 1921, grâce à son mécène Werner Reinhardt de Winterthur, qui louera d'abord Musotte pour Rilke avant de l'acheter pour le mettre à sa disposition.
Le château de Musotte est toujours propriété de la famille Reinhardt. Il est habité, en fait, voilà. Donc la famille est là très très souvent. Il n'est pas accessible au public. C'est un peu la raison pour laquelle la Fondation Rilke a été créée à Sierre. Et il est tout petit dedans. Donc il y aura des quarts de personnes du monde entier qui arriveraient. Et puis ça supporterait pas autant de visiteurs. Il est en état. Tous les meubles de Rilke sont dedans, ses livres sont dedans, ses bibelots. C'est vraiment assez incroyable. Il y a la cuisine et les sanitaires qui ont été un peu refaits, mais sinon, ce château de Musotte, il est vraiment resté commun du temps de Rilke. Alors, donc les conditions, voilà, avec cet aménagement, les conditions sont enfin réunies. Cette longue attente que Rilke a évoquée dans ses textes littéraires, pour que le poète puisse renouer avec sa créativité d'avant-guerre. En hiver 1922, il accomplira en très peu de temps, grosso modo 3 semaines, les élégies de Duino, et il écrira en même temps les sonnets à Orphée. C'est un double cycle de poèmes et qui font de lui, ces 2 œuvres surtout, qui font de lui vraiment un poète lu et apprécié dans le monde entier. Alors pour terminer, j'aimerais évoquer des conséquences importantes de la vie de nomade de Rilke à travers toute l'Europe. Ce sont les traductions, c'est sa nombreuse correspondance. Alors voilà, donc son carnet d'adresses, et le fait d'écrire dans une langue étrangère. Lors de ses séjours, donc plus ou moins longs, mais toujours sans domicile fixe, Rilke a été confronté à bien des cultures et langues. Il a presque exclusivement écrit ses œuvres dans un environnement non germanophone qui lui permettait de faire la différence entre sa langue maternelle, celle de la poésie, et la langue quotidienne environnante. Ce n'est qu'à la fin de sa vie en Valais que cette distinction est devenue perméable et qu'il a écrit, et ça c'est un fait extrêmement rare chez les poètes, dans une langue étrangère, le français, que Rilke appelle une langue prêtée. Avec son oreille fine et son intérêt pour les autres, Rilke a eu beaucoup de facilité pour apprendre les langues. Il n'était donc pas seulement un nomade, mais aussi un formidable passeur entre les langues et les cultures, en traduisant des œuvres littéraires du russe, du français, de l'italien, de l'anglais, du danois et du suédois. Les traductions et la très nombreuse correspondance, on estime à 10 000 le nombre de ces lettres, lui ont permis de pratiquer l'écriture aussi pendant de longues années où sa créativité s'est fait attendre. Son carnet d'adresses, que vous voyez là, est impressionnant. Je vous montre ici une page de celui qui est conservé aux archives littéraires à Berne. Des adresses d'amis, le plus souvent avec eux, des artistes, écrivains, éditeurs, vous le devinez que ces destinataires se trouvaient également aux 4 coins de l'Europe. Dans ces dernières dispositions, Rilke donne son accord à ce que la correspondance soit publiée, en précisant qu'elle fasse partie de son œuvre. En effet, ces lettres, dont les éditions publiées remplissent une part entière à notre bibliothèque, sont très belles et intéressantes. J'aimerais pour terminer à nouveau donner la parole au poète avec une lettre conservée à la Fondation Rilke et adressée à Marietta de Courten, originaire de Sierre. Cette lettre, inédite en français, date du 30 novembre 1921, donc juste après l'installation de Rilke au château de Musotte et peu avant qu'il ne retrouve son inspiration poétique et qu'il devient pour la première fois de sa vie sédentaire. Il écrit: après des longues difficultés, ça y est, le bon Musotte semble être prêt à être loué à des conditions qui paraissaient être raisonnables, quand soudainement c'était plus que redoutable que je puisse en fait rester. Un ami suisse s'est engagé spontanément et l'a loué pour moi.
mais c'est alors que commençait une longue lutte avec la vieille maison forte qui semblait comme si s'avérait avoir été trop longtemps inhabitée, particulièrement quand il s'agit de prévoir l'hiver avec ses conditions. Les mois ont passé ainsi et cela fait 8 jours que je suis à côté de Musotte comme un dompteur de lion à côté de la bête qu'il a soumise après lui avoir mis la tête dans la gueule béante. Enfin, Musotte est prêt, apprivoisé, même hivernalement apprivoisé. Mais maintenant commence ce pourquoi tout cela a été fait. Ma retraite, mon accord en lui, mon travail silencieux et sévère et le rattrapage de terribles retards intérieurs. Ainsi, le temps n'est toujours pas venu où je pourrais vous raconter. On le sait, donc le Valais a vraiment tenu ses promesses pour Rilke. Et c'est ici que ce poète européen écrira ses chefs-d'œuvre. Parmi ces langues étrangères, le français, vous le savez, tient un rôle particulier. Après la guerre, certaines voix nationalistes reprochent au poète sa proximité avec la France et avec la langue et culture française. Les frontières n'ont joué aucun rôle pour Rilke, mais dans l'après-guerre, des voix belliqueuses lui reprochent sa sympathie justement pour la littérature française. Ainsi, à la veille de la parution de son œuvre Quatrain valaisan, écrit en français, Rilke motive son choix pour cette langue dans une lettre adressée au rédacteur culturel de la Neue Zürcher Zeitung, Édouard Korody, qui défendra le poète contre ses attaques insensées. Cette précieuse lettre est également conservée à la Fondation Rilke et elle n'y serait pas arrivée sans Leonard Janada et la Fondation Leonard Janada Mécénat qui nous a offert ce précieux document. Pour conclure, j'aimerais vous citer aussi un extrait de cette lettre inédite en français où Rilke écrit « Après tout, n'est-ce pas ? Personne n'est tenu de savoir quelle importance de plus en plus grande la généreuse hospitalité de la Suisse devait prendre après ces années d'interruption et de très profonds troubles pour la poursuite de ma vie et de mon travail. Et je me demande si je suis tenue à mon tour de m'exprimer sur ces rencontres. J'ai jugé suffisant d'en présenter un à un les résultats. Il faut compter parmi eux, après les sonnets à Orphée et le recueil des élégies, cette réunion de vers français à laquelle eût parfaitement convenu le titre Nebenstunden, choisi par la reine Christine de Suède pour certains cahiers, heures marginales, mais dans lesquelles ne s'en imposait pas moins un sentiment essentiel, le sentiment de ce pur et grandiose paysage. Tout m'était venu, dans des années de solitude et de concentration, un secours incessant et inépuisable. Depuis ces premiers essais juvéniles où cherchait à transparaître des influences de ma patrie pragoise, je ne m'étais plus jamais senti entraînée à célébrer directement dans un poème un lieu vécu, à le chanter. Et voilà que, dans mon 3e année de mon installation là-bas, s'éleva en moi une voix valaisanne, si forte, si autonome, que la langue involontaire s'imposa avant même que je lui en eusse accordé le moindre droit. Il ne s'agit pas ici d'un travail intentionnel, mais d'un étonnement, d'une soumission, d'une conquête, de la joie de faire ses preuves sur un paysage de mieux en mieux compris et de découvrir une possibilité d'échange dans le domaine de la sonorité, de ses accents propres. Là, je vous ai amené encore une image de Musotte, c'est là que Rilke a écrit donc ses grandes œuvres sur ce pupitre où il travaillait debout et qu'il a dessiné lui-même. Et puis aussi un extrait du manuscrit des Quatrains valaisans, un des Quatrains valaisans, donc
le manuscrit est également conservé à la Fondation Rilke. Voilà. Je vous remercie. Je suis toujours un peu long quand je parle de Rilke. Je m'arrêterai là. Je remercie pour votre attention. Je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup. Je suis juste surprise parce que, à ma connaissance, Rilke avait une santé très fragile depuis son enfance, et je me suis demandé, en vous écoutant, tous ces voyages qu'il a fait à une époque où les voyages étaient quand même des choses très pénibles, comment il a supporté tout ça. C'est une très bonne remarque. Effectivement, Rilke a souvent souffert. C'était aussi psychique, n'est-ce pas? Il était vraiment très très fragile, mais c'était un malade solide, il faut dire. Quand on pense qu'il a vécu dans ce château de Musotte avec des fenêtres simples, sans électricité, quasiment sans chauffage, il y avait juste un petit chauffage à briquet, mais en fait il a dû faire très froid. Dans une lettre, il écrit même que sa respiration devient de la glace sur l'oreiller, il se gèle le matin. Donc il a quand même été, malgré ses souffrances, très, très solide. Il a eu cette maladie à la fin, donc à partir de 1923, et puis il est décédé donc de ça, c'était une leucémie. Mais avant cette vie de déménagement, oui, ça a dû l'épuiser. Il écrit aussi à quel point ça l'épuise. Mais voilà, c'est un choix de vie sans un domicile fixe, où il est contraint toujours de trouver l'endroit où il pourra écrire. Il est en hiver logé dans ses châteaux. À la belle saison, les propriétaires ils viennent pour passer eux le temps, et puis il doit de nouveau partir. Enfin, c'était aussi un choix de sa part. Ouais. Une autre question. Si, vous avez donc évoqué les voyages en Espagne, notamment à Ronda. Alors Ronda est la ville la plus romantique d'Espagne, c'est Hemingway qui le dit, puisqu'il disait même que si vous souhaitez faire un voyage de noces réussi, allez donc à Ronda. Donc à Ronda, Rilke a séjourné 3 mois, je crois l'hiver 1912, à l'hôtel Reina Victoria. Et si vous allez à Ronda, n'hésitez pas à aller à l'hôtel Reina Victoria. Bien sûr, dans le jardin, vous verrez la silhouette, la statue de Rilke. Et puis vous verrez la chambre 206, petite chambre musée, si l'on peut dire, où l'on a conservé le mobilier, le bureau, les livres, etc. Donc, quand le soir tombe à Ronda, on s'accoude dans le petit parc, on regarde le soleil couchant sur la Serrania, et on n'est pas étonné, on n'est vraiment pas étonné que Rilke s'y soit trouvé j'allais dire, si inspiré. Et en voyant vos images, j'ai été frappée d'une chose, je ne connaissais pas du tout ce séjour sur les bords de l'Adriatique, mais entre Diuno et Tolède et Ronda, mais c'est exactement la même situation. Le rocher. Et c'est tout à fait étonnant. Alors ma question est la suivante. N'aurait-il pas commencé à écrire des poèmes sur les bords de l'Adriatique? Ne les aurait-il pas achevés ou poursuivis à Ronda? Parce que vraiment l'environnement est troublant. Alors Rilke, autant qu'il était nomade, autant il avait des préférences pour certaines données topographiques. Dans la liste que vous avez très justement énumérée, je rajouterai Raronne, avec le rocher abrupt, la construction, cette église à Afterburg médiévale, et à l'époque c'était tendu, mais ça fait beaucoup penser également à Duino. Et Rilke aimait des endroits, c'est pas pour rien qu'il compare, il compare la cathédrale à Tolède avec la France. Donc c'est peut-être le fait de ne pas avoir une patrie qui fait qu'il a des patries un peu partout, et qui cherche des choses qu'il aime vraiment à différents lieux, et qui les met en relation les unes avec les autres. J'aimerais savoir l'orientation politique de Rilke. Parce que malheureusement, j'ai lu qu'il était légèrement attiré par le fascisme. Alors, Rilke était apolitique.
Rilke ne s'intéressait pas à tout ce qui était collectif, que ce soit une religion, une philosophie, une politique. Rilke cherchait vraiment toujours ce qui était individuel et unique. Il y a eu, pendant la guerre, il a prêté une fois cet appartement qu'il avait à une réunion politique plutôt de gauche, enfin, sans vraiment savoir ce qui s'y passait. Après, il a eu plein de soucis, mais il a subi beaucoup le trouble de ces années de guerre, mais il n'a eu aucun engagement politique lui-même. Il le dit à plusieurs passages. Il a écrit le nom de Mussolini apparaît quelque part dans ses écrits, mais disons avant que Mussolini devienne ce qu'il est devenu. Je voulais savoir où et quand Rilke avait écrit les lettres à un jeune poète. Alors, c'est des lettres d'abord qui sont vraiment, ça j'aimerais préciser parce que beaucoup de gens pensent que c'est une œuvre, ce sont des vraies lettres réelles qu'il a écrites à un jeune poète, un jeune homme qui voulait devenir poète, qui est devenu journaliste, et ça a été écrit pendant plusieurs années, grosso modo de 1903 à 1906, et donc il les a écrits à plusieurs endroits parce qu'il bougeait beaucoup, et voilà, il avait des séjours un peu partout, alors il n'y a pas une destination, c'est vraiment une correspondance à laquelle il répond d'où il se trouve au moment où la lettre arrive. Et ça, j'aimerais peut-être signaler, parce que c'est vraiment, peut-être en France, c'est une des œuvres les plus appréciées, ou une des correspondances, voilà, les plus appréciées de Rilke. On a publié il y a 1 année et demie l'échange épistolaire avec les lettres du jeune homme en question auquel Rilke répond. Avant, ils étaient inaccessibles, donc on les a trouvés aux archives de la famille, et la correspondance entière a été publiée. Et on voit vraiment, voilà, c'est Rome, c'est Paris, c'est les endroits où Rilke se trouve, où il répond à ces correspondances. Et encore juste une question, l'âge de la mort de Rilke, quel âge avait-il ? Il avait 51 ans. Il est mort donc à Valmont, au-dessus de Montreux, et selon son propre souhait, il a été enterré à Rarogne. Je serais intéressé à savoir un peu plus sur la Fondation Rilke. Quel travail vous faites ? Et puis, une deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui Rilke parle à la nouvelle génération, aux jeunes du XXIe siècle ? Alors, d'abord la Fondation Rilke, donc on a le musée qui est ouvert toute l'année, qui est vraiment consacré aux années valaisannes de Rilke, une exposition bilingue français-allemand avec traduction sur demande en italien ou en anglais, mais c'est une exposition faite avec les témoignages essentiellement de Rilke lui-même. Et pour compléter justement cette période, nous avons des manifestations tout au long de l'année. Par exemple, nous aurons cet automne un concert autour d'un cycle Das Marienleben mis en musique par Hindemith. En fait, on essaie de présenter tous ces autres aspects parce qu'il y en a beaucoup, pour présenter un programme annuel ou des manifestations aussi hors programme. Le travail est très varié. Nous recevons aussi beaucoup d'écrivains, de traducteurs qui viennent se documenter chez nous. La correspondance, toute cette bibliothèque, je vous en ai parlé, tout ça a été numérisé. Donc beaucoup d'auteurs qui écrivent sur Rilke. Il y a beaucoup de jeunes auteurs aussi. Ils viennent se documenter chez nous. Ils passent quelques temps pour travailler avec nos archives. Rilke n'est pas... Enfin, je dirais la poésie en général, malheureusement, fait presque plus partie des plans d'études. Par contre, on a beaucoup de chance de ne pas devoir s'occuper d'un poète poussiéreux. Rilke est un peu un auteur culte, on pourrait dire. Il est partout en musique. Godard a fait un film, le livre d'images. Ben voilà, c'est un titre de Rilke. On le trouve en peinture. On le trouve chez de nombreux auteurs, donc on me ramène toujours des romans dans lesquels, au milieu du texte, et alors vraiment de toutes les cultures de tout le monde, et une citation de Rilke vient, une citation de Rilke a écrit, et puis la citation vient. Un jour, je vais faire une exposition là-dessus, parce que c'est absolument fascinant à quel point beaucoup d'auteurs se réfèrent à lui. Alors voilà, moi je travaille, il y aura l'année prochaine, ça c'est un peu en avant-première, mais nous aurons une manifestation autour de l'auteur Jim Harrison, mais
Rilke, pour lui, est un des plus importants poètes qui existent. Donc il est très présent dans l'art, surtout, pas dans les écoles, malheureusement. Et encore une petite question. Comment financez-vous les activités, cette fondation? Comment elle les finance? Alors, le principal soutien vient de la ville de Sierre, qui nous met surtout aussi les locaux à disposition. La maison de Courten appartient à la ville de Sierre. Après, c'est la loterie romande, le canton. Et je ne vous cache pas que la recherche de fonds prend beaucoup de notre temps. Alors, j'ai reçu, avant-hier, une proposition d'une lettre de Rilke à Paula Modersohn-Becker, cette peintre allemande. Alors évidemment, c'est un document absolument magnifique. Rilke parle, donc Paula Modersohn-Becker arrive à Paris, Rilke y est déjà. Il lui fait envoyer des fleurs et il les fait déposer chez la concierge. Et il décrit sur une page et demie, il décrit ce bouquet de fleurs. Il dit avec tout le respect pour la concierge, mais ça devrait quand même pas rester chez elle, mais arriver, être transmis. Donc évidemment, mon travail consiste aussi, par exemple, à rassembler les fonds, à essayer de trouver les fonds pour pouvoir acquérir des documents comme ça. Il y a aussi de l'expertise, et puis donc on est un peu dans le cas de Rilke, et on est toujours un peu à la recherche de soutien pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est crucial. Donc on prend... Merci mille fois, madame, pour cette très très belle conférence. Il nous reste une petite question dans la tête. Comment est-ce que Rilke arrivait à financer tous ces voyages Qu'était son milieu familial? Vous avez parlé à quelques reprises de sa mère, mais si vous pouviez juste nous faire une brève esquisse du milieu dont il sortait et comment est-ce qu'il a réussi à vivre cette vie de nomade. Alors, je vous remercie aussi pour cette question très intéressante. Rilke est issu de la petite bourgeoisie pragoise. La maman était très mondaine, voulait vivre un peu en dessus de ses moyens. Rilke a quand même publié très tôt. Il a eu pour certains textes un grand succès. Il y a par exemple le texte du Cornet. C'est un texte qui est pas du tout, je n'aime pas dire le mot à la mode, mais qui nous interpelle moins aujourd'hui, mais qui était un texte un peu chevaleresco-amoureux. Que beaucoup de soldats de la Première Guerre avaient dans leur tornister, dans leur sac à dos. Et donc, il avait quand même des revenus de ses publications. Mais dès qu'il avait de l'argent, il le dépensait, il le donnait à d'autres qui en avaient besoin, ou alors, il ne se privait pas de jolis habits. Il vivait dans les grands palais quand il allait... dans les hôtels, c'était le Borolac, c'était un peu tout. Il vivait parfois au-dessus de ses moyens. Quand on lit la correspondance à son éditeur, il est toujours en train de réclamer de l'argent, et puis l'éditeur l'en met toujours un petit peu à sa place. Il avait vraiment, il savait pas gérer l'argent et il avait toujours besoin. Maintenant, comment vous dire, l'écriture de Rilke est résolument tournée vers le XXe siècle. C'est vraiment avant-garde, c'est encore vraiment toute actualité. Aujourd'hui, la façon de fonctionner sur le plan économique est celle de la Renaissance, avec les tournées en arrière, avec Laurent de Médicis, les soutiens qu'il avait, les mécènes qu'il avait. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des résidences artistiques ou des soutiens de tout genre. Donc Rilke avait tout ce réseau de personnes nobles, Marie de Tournon-Taxis, pour en nommer qu'elle, ou alors en Suisse, les industriels, la famille Reinhardt, dont il avait vraiment besoin pour pouvoir écrire. Et puis, je vous ai parlé de cette longue attente de 1912 à Duino à 1922, 10 ans sans écriture. Quand vous dites que vous êtes un écrivain poète, vous faites que ça, c'est votre mission, vous vivez pour ça, c'est très long. Et il n'y a rien qui rentre pendant ce temps-là. Puis avec la guerre, en plus, le Deutschmark a été fortement dévalorisé, donc ce qu'il recevait de l'éditeur ne valait plus grand-chose. Donc il avait de gros soucis là. Voilà. Nous allons prendre la dernière question.
Pas une question, simplement vous dire que l'un des trésors, le trésor du musée du Moyen-Âge à Paris, du musée de Cluny, sont les tapisseries de la Dame à la licorne. Or, il y a un livre qui donc présente ces tapisseries et les commentaires sont faits par Rilke. Alors, dans plusieurs œuvres, il en parle. Il y a un des sonnets à Orphée qui parle justement d'une de ces tapisseries, mais le sonnet, voilà, c'est composé de 2 quatrains et 2 tercets. C'est le deuxième des tercets seulement qui se réfère à la source iconographique, justement avec cette liberté que j'ai évoquée tout à l'heure, et le reste, enfin le début, la grande partie du poème parle de la puissance de la littérature. En fait, il parle de l'animal qui n'existe pas, la licorne. Et en fait, c'est un poème que j'aime bien évoquer quand j'ai des adolescents à qui on dit toujours qu'ils sont dans la virtualité. Ben, la poésie, la littérature, c'est la virtualité. Mais il y a cette force justement dans ces écrits que Rilke évoque dans ce texte. Alors Rilke est souvent utilisé, je dirais, pour documenter des choses. Là, Raron a fait un livre tout récemment à travers les siècles avec Rilke, ce que je trouve c'est un peu un anachronisme, n'est-ce pas? Il est né en 1875, on ne peut pas le rendre responsable et puis l'utiliser pour ce qui a été fait au Moyen-Âge. C'est un petit peu une tendance. Voilà, on se sert comme ça un petit peu chez lui. Mais enfin, pourquoi pas, tant ça veut dire qu'il est important. Nous allons peut-être vous faire un petit cadeau de Grand Montana, fait par Creative Laser, avec votre nom. C'est une ardoise avec le logo de Swiss Med Culture. Merci beaucoup. Mais c'est nous qui vous remercions.